aujourd'hui, j'aimerais présenter mes achats de livres récents que j'ai acheté récemment. Bon, d'abord, il y a celui-là, Naissance d'une passion, de Michel Brodeau. Ça raconte l'histoire enfin, d'un enfant, on va dire, qui tombe amoureux, qui a des rapports sentimentaux avec sa cousine, qui est là donc, dans la couverture, et ils sont nés le même jour, ces deux cousins. Bon, il raconte aussi, c'est une sorte de roman, on va dire, familial. Euh, il décrit ses parents, ses tantes, ses oncles, etc. Bon, je vais lire un passage là, où il décrit son oncle, son oncle paternel. Voilà, il s'appelle, je crois, Paul, oui. Donc, voilà, Paul, l'aîné des fils Balico, avait perdu, dès la trentaine, la plupart de ses cheveux sur le front et le sommet du crâne, ce qu'il compensait par la culture à l'horizontale d'une forte moustache. Il avait une belle voix, un teint mat et des yeux bruns qui se plissaient dans le sourire avec beaucoup de douceur. Le rôle d'aîné et les responsabilités qui s'y attachaient ne lui plaisaient guère, mais il ne s'y dérobait pas non plus. Simplement, une sorte de bonté l'empêchait d'être tout à fait autoritaire ou de parler comme aucun de ses parents. De taille moyenne, il avait une façon de se tenir droit dans son costume de velours marron et de regarder en face les gens qui lui valaient d'abord le respect des hommes, bien à regret. Ensuite, pour la plupart d'entre eux, car la manière franche que Paul avait de dévisager les autres s'adressait surtout aux femmes, ne s'arrêtant que sur leurs compagnons que par courtoisie ou pour les amadouer, les anesthésier, le temps de circonvenir l'épouse, la fille, la sœur, la fiancée. Le nombre des conquêtes de l'oncle Paul variant selon la saison. Déjà le tourisme astreignait l'indigène. Autour de la centaine de femmes qui habitaient ordinairement la commune de Saint-Georges-des-Coteaux, dont Paul était le coq et le maire. Assez toléré des maris du village, car il s'était fait une règle de ne rien dire au sujet de ses bonnes amies. Paul ne tournait jamais les cocus en ridicule, ne leur ôtait en rien son amitié quand il en avait déjà pour eux, et surtout ne faisait pas d'enfants. Voilà. Euh, J'aime beaucoup ce roman-là, que j'ai commencé il y a quelques temps. Ensuite, on a un roman de Pat Barker, Stanley Iris. C'est une autrice, Pat Barker, etc. Bon, ce film a été adapté au cinéma, là. On voit Jane Fonda et Robert De Niro. C'est un roman anglais, autrice anglaise. Ça raconte l'histoire aussi d'une enfant, d'une fille Kelly qui s'appelle Kelly, et c'est une sorte aussi de roman familial avec sa mère, sa sœur, etc. Et on va dire, je sais pas comment dire ça. Elle a des aventures. C'est encore une enfant, ce n'est pas une adulte, ce n'est pas une adolescente. Encore une adolescente, je veux dire. Je vais lire un passage là. Ce passage, voilà. Donc
Donc là, la narratrice Kelly, donc, elle rencontre un homme dans la rue. Bon, avant, il y a un événement qui se passe terrible, que je ne vais pas raconter là parce que pour garder le suspense. Bon, elle rencontre cet homme-là, ils vont dans un café. Donc, il faut rappeler que c'est une enfant. L'homme est un adulte. Elle s'efforça d'obtenir de l'homme qu'il la regarde. Elle avait besoin de lui. Il était tout ce qui lui restait. Mais lui ne voulait pas. Ses yeux petits et d'un brun rond bougeaient sans cesse comme des fourmis dans leur logis dévasté. La, la femme, donc la serveuse du café, vint essuyer la table. Et je lui disais, et si je lui disais, pensa Kelly. La femme avait sur les bras des marques de brûlure, là où l'huile de la friteuse l'avait éclaboussée. Kelly sut qu'elle ne dirait jamais rien à personne. Personne ne comprendrait. Ce n'était pas comme tomber et se casser quelque chose, ni comme se faire renverser par une auto. Ce qui lui était arrivé, cela faisait désormais partie de son être. Et ça restait entre elle et cet homme. Elle et cet homme qui était rien. Qui était rien. Voilà. J'aime bien. Je cherchais à voir le film aussi, mais je doute qu'il soit aussi fort que lui. Bon, on a encore une autrice que je connais jamais. Marie-Joseph Gauthier, Les armes du rêve. Les armes. Encore un roman familial. Une narratrice aussi, une enfant. Cette fois à la campagne, là, c'est en ville, là, c'est à la campagne. Donc, à la période d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Donc, là, j'ai choisi un passage où elle décrit son âne, son petit âne, qui s'appelle Cadet, qu'elle appelle Cadet. Avec lui, j'ai joué à la poupée, le parent, le faisant dormir. Il se prêtait alors à toutes mes fantaisies, mais s'il s'agissait de travailler, les caprices reparaissaient. Libre, refusant tous les coups, venant réclamer un coup de vin en récompense de ses services qui n'étaient pas si loyaux que ça. Brimant les chats, dont il renversait les écuelles, gourmand de brioche, taquinant les rideaux d'or grandis, qui se serait encombré d'une bête pareille. Mais nous, bien sûr. Voilà. Ça continue comme ça. Les armes du rêve. Là, c'est un autre genre de l'ASF, de la science-fiction, avec Ray Bradbury, américain. Donc, c'est l'histoire d'un couple de martiens, d'extraterrestres qui vivent là dans leur planète, etc. Et ça, c'est un peu une allégorie de la condition humaine, on va dire. Des humains, donc. Là, il décrit un soir le couple. Il sort pour voir un spectacle, etc. Un spectacle sur Mars. Et le transport, c'est ce qu'ils appellent les oiseaux de feu. Donc, c'est des créatures, je crois, de feu, etc. Bon. Les oiseaux de feu attendaient, rutilant sur le doux sable frais, comme un brasier de charbon. La nacelle blanche, attelée aux oiseaux par 1000 rubans verts, flottait sous la caresse du vent nocturne. Il s'installa dans la nacelle, et sur un mot de son mari, les oiseaux embrasés s'élancèrent vers le ciel noir. Au-dessous, non, les rubans se tendirent, la nacelle décolla. Au-dessous, le sable glissa avec un crissement léger. Les montagnes bleues défilaient, laissant en arrière la maison, les piliers sointants, les fleurs en cage, les livres chantant, le sol au ruisseau murmurant. Elle ne regardait pas son mari. Elle entendait crier des ordres aux oiseaux qui prenaient de la hauteur, comme un million d'étincelles
comme une gerbe de fusée orange lancée vers le ciel, tirant la nacelle comme un pétale de rose et brûlant dans le vent. Elle ne regardait pas dans les squelettes géométriques des cités mortes, s'étiraient au-dessous d'eux, ni les anciens canaux, vides et noyés de rêve. Ils survolaient les fleuves et les lacs asséchés, comme une ombre de dune, comme une torche ardente. Elle ne regardait que le ciel. Voilà, c'est donc science-fiction, etc. C'est bien. Chronique martienne. Je cherchais beaucoup ce livre. Un peu dans le même genre, c'est du, je dirais, anticipation, on va dire, mais c'est aussi une allégorie, c'est aussi un film fait par. Ça a été adapté en film. Chronique martienne aussi, adapté en téléfilm, je crois, en film. Là aussi. Mais je crois, oui, c'est une allégorie donc je dirais, de la trans, ce qu'on appelle la transhumanité ou du transhumain, c'est-à-dire le contact entre la machine et l'homme, là à travers la voiture. Donc je lis un passage. Oui, là le narrateur décrit un accident qui lui est arrivé avec sa femme, accident de voiture. J'ai encore à l'esprit le souvenir de ma propre collision, mineure, dans le parking déserté d'un hôtel. Dérangé par le passage d'une ronde de police, nous venions de bâcler une parenthèse sexuelle lorsqu'en manœuvrant pour quitter le parking, j'ai heurté un arbre non signalé. Catherine a rendu sur mon siège. Cette flaque de vomi, avec ses caillots de sang, telle de liquide rubis, discrètement poisseuse contre ce qui sortait de Catherine, contient encore pour moi l'essence même du délire érotique de l'accident. Elle est plus excitante que ses sécrétions rectales ou vaginales, raffinées comme les excréments de la reine des fées, ou les gouttes minuscules qui se formaient autour de ses lentilles de contact. Dans cette mare enchantée qui avait jailli de sa gorge soulevée, pareil à quelque rare émanation d'une chasse lointaine et mystérieuse, j'ai vu mon propre reflet, miroir de sang, de semences et de vomi, distillé par une bouche encore fermée, quelques instants auparavant sur ma verge qu'il aspirait à coups réguliers. C'est comme ça continue comme ça, donc, crash. Bon, c'est tout, c'est tout. À la prochaine.